Une présentation rapide de nos intervenants. Donc, Joël Chupot, EDF, est rapporteur de la commission Perspective France du GIFEN. Amela Elezovic est membre de la COFREN, coordinatrice de la COFREN, et elle est copilote du groupe de travail Attractivité au sein de la commission Compétences et Formations du GIFEN. Et enfin, Jean-Luc Delcouvellery, Orano, est membre de la commission numérique, et vous préciserez tout à l'heure quelle fonction vous y tenez, parce que j'ai pas ces détails. Pour faire progresser la filière, je vous propose que l'on commence par entendre Joël Chupot, qui est rapporteur de la commission Perspective France, et qui va nous exposer les conditions de la réussite. Alors, il a été rappelé ce matin, bonjour à toutes et bonjour à tous, il a été rappelé ce matin que quand on se lance dans un nouveau programme de construction, il faut bien sûr qu'on commence par vérifier qu'on a bien compris et appris des projets précédents. Et s'agissant de projets de la taille de la construction d'un EPR, qui implique bien sûr de très nombreuses entreprises, il faut intégrer, associer ces entreprises à l'établissement du retour d'expérience, qu'on appelle le REX. À EDF. C'est la raison qui a conduit le GIFEN l'automne dernier à entamer un ensemble de travaux pour réunir les éléments pour comprendre la vision des entreprises sur les projets précédents de construction des EPR. Donc concrètement, ça a pris diverses formes, des entretiens avec des dirigeants d'entreprises de la filière, des groupes de travail, et puis un sondage, un questionnaire fait en ligne, adressé à plus de 300 entreprises et avec des questions assez précises sur les facteurs de succès ou d'insuccès des projets d'EPR dans le monde. Donc on a eu pour ce sondage en ligne un très bon taux de réponse puisqu'on s'est adressé à plus de 300 entreprises et qu'on a eu une centaine de répondants, ce qui est beaucoup. Dans ces 100 répondants, on couvre bien tous les métiers qui sont mobilisés sur la conception et la construction d'un EPR. Et par ailleurs, ces entreprises sont toutes intervenues sur les 4 chantiers. Donc on a, je dirais, bien confiance dans la représentativité de tout ça. Je vais vous montrer brièvement un exemple de résultat. Hop, voilà, de restitution graphique. Donc ces deux damiers présentent un exemple de synthèse des résultats à gauche sur Flamanville et à droite sur le site chinois. Donc vous avez en ligne, les colonnes du damier sont les différents métiers, de la tuyauterie jusqu'au génie civil en passant par la mécanique, et en ligne, les différents facteurs de succès ou d'insuccès au plan de l'organisation ou de la technique sur la conception et la construction des EPR. Donc vous voyez déjà que graphiquement, les réponses sont très homogènes. Et à titre d'exemple, vous voyez que manifestement le pilotage de projet ou la gestion des interfaces à Flamanville n'a pas été perçu comme un facteur de succès vu de la fenêtre des entreprises, alors qu'elle était soit neutre, soit favorable sur le site de Taishan. Inversement, si on regarde vers le bas, au chapitre des compétences et de l'expérience technique des personnels, les entreprises ont manifestement confiance dans les compétences qu'elles ont pu reconstituer entre le début et la fin du chantier. Alors je ne rentre pas dans le détail de ces éléments-là, mais toute cette substance très abondante et détaillée a été travaillée avec les membres de la Commission France du GIFEN pour produire l'identification de 6 conditions à remplir pour le succès des projets futurs. Alors je ne rentre pas dans le détail non plus, vous allez retrouver là des choses qui sont connues mais qui ont maintenant une base solide et validée avec les entreprises. Et Anne-François, ces 6 conditions sont maintenant, je pense, le point de départ du plan d'action. Voilà, alors on va laisser afficher ces 6 conditions qui serviront un peu de feuille de route. Et puis, tous les 3, les autres intervenants, on va essayer d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Alors, je commencerai en vous parlant du plan Excel qu'a bâti EDF avec l'ensemble de la filière. Et puis, on continuera sur les compétences et sur la transition numérique qui sont 2 volets majeurs. Ce plan, je l'ai déjà dit, il a été bâti par EDF, mais avec les contributions de la filière, et notamment à travers le GIFEN.
Et il a été bâti en premier lieu pour répondre à l'ensemble des constats partagés par EDF du rapport de Jean-Martin Folz. Ce plan, il a vocation à mettre EDF en position de faire le premier pas pour avancer et faire progresser la filière et à entraîner la filière tout entière avec elle. Comme l'a dit Joël, c'est quelque chose qui sera réussi ensemble. Donc ce plan Excel, il a balayé l'ensemble des aspects de ces conditions et il a retenu de mettre en avant 3 axes principaux qui sont la maîtrise de la qualité industrielle, les compétences et la gouvernance des grands projets. Alors en focalisant sur ces 3 volets qui sont très liés les uns aux autres et qui ne pourraient pas exister l'un sans les autres, on a aussi voulu mettre en évidence que la réussite de ces projets futurs reposera sur la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle et de la chaîne de valeur de la qualité industrielle. Et cette chaîne de valeur, elle commence dès l'amont avec les normes, les spécifications techniques. Elle se poursuivra par la manière dont on va passer les contrats avec nos fournisseurs. Elle se poursuivra ensuite chez les fournisseurs dans la réalisation des activités, dans les fabrications, etc., pour s'achever à un moment donné à la réalisation du projet et à la conformité de ce projet avec l'ensemble des exigences qui s'imposent à lui. Et la transition numérique est un des axes transverses qui va permettre de maîtriser cette chaîne de valeur. Je vais juste m'appesantir quelques instants sur le premier de ces volets, la maîtrise de la qualité industrielle, pour vous en donner les 3 actions principales que sont la refonte du modèle contractuel d'EDF dans une logique beaucoup plus partenariale et équilibrée en matière de risque et de poids entre EDF et ses fournisseurs. Et on a clairement voulu que cet élément-là soit l'un des premiers moteurs de cette réussite. Le deuxième portera sur la qualification des fournisseurs, la qualification et la sélection des fournisseurs qui permettront de réaliser ces projets. Et enfin, un troisième volet un petit peu plus particulier résulte du constat qu'un certain nombre d'activités, notamment de fabrication, impliquent des procédés que l'on ne peut pas contrôler tout au long de la phase de réalisation, si ce n'est au terme de celle-ci en découpant la pièce en morceaux ou bien en l'utilisant directement, et que ces procédés méritent un approfondissement de la qualification de leur déroulement. Et donc il y a tout un processus de qualification des procédés qui va être mis en œuvre pour un certain nombre de ces activités. C'est une démarche qui est connue dans l'industrie, dans d'autres domaines. Je ne m'étendrai pas volontairement sur le deuxième volet, les compétences, et je laisserai à ma voisine le soin de vous en dire plus. Et enfin, le dernier volet, celui de la gouvernance des projets, Xavier Ursal l'a évoqué tout à l'heure, verra la mise en place pour les grands projets d'EDF d'un client interne, et un client interne qui portera les principaux enjeux et les principales décisions des projets et qui définira le cadre de délégation qui est donné au directeur de projet pour le réaliser avec un certain nombre de comptes rendus réguliers. Et puis enfin, un dernier volet qui répond à l'un des constats que mentionnait Joël tout à l'heure, qui est un renforcement de la qualité, je dirais, de nos directions de projet, à la fois en définissant mieux un certain nombre de responsabilités et en poursuivant une démarche qui est engagée depuis plusieurs années de formation de l'ensemble des acteurs d'une direction de projet dans tous les domaines. Voilà, ce rapide résumé du plan Excel, et je termine en rappelant que c'est bien un plan qui est pas simplement le plan d'EDF tout seul, mais qui est un plan qui concerne EDF et l'ensemble de la filière. Et je vais laisser Améla vous présenter la partie compétences. Bonjour à tous, merci pour cette opportunité qui m'est donnée de présenter donc les travaux de la commission compétences et formation. Donc je tenais à rappeler tout d'abord que la commission, c'est 90 personnes venant de l'ensemble de la filière, donc des associations, on en parlait, comme la COFREN par exemple, mais aussi de grands donneurs d'ordre, et puis des TPE et des PME. Donc la commission a pour objet et pour mission de garantir pour
Dans la durée, c'est ce qui a été demandé aussi par le contrat de la filière en janvier 2019, de garantir dans la durée les compétences et les expertises pour la filière, dans la filière, afin de maintenir donc une filière attractive, compétitive et sûre. Donc bien sûr, une feuille de route a été établie, validée par le GIFEN. Et cette feuille de route, les travaux sont portés par 3 groupes de travail. Donc le premier groupe de travail, c'est l'attractivité. Le second, c'est l'observatoire des métiers. Et le troisième, c'est l'atlas des formations. Donc comme vous pouvez l'entendre, on essaie de couvrir vraiment l'ensemble des champs de la compétence et de la formation, avec dans l'idée de donner donc non seulement une image, parce qu'effectivement, il faut parler d'image, mais de donner aussi le parcours professionnel, la carrière, même si c'est un grand mot, que peut avoir une personne, donc qu'elle soit en recherche, en reconversion, ou simplement au niveau des collèges et lycées, des parents, enfin tous les prescripteurs qu'on peut avoir, et d'avoir une image donc, de la filière au niveau des compétences et des formations qui soient attractives. Donc voilà, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je vous ai préparé donc l'EDEC. Je vous ai préparé 2 slides, alors très bref, je vous rassure. Donc l'EDEC, c'est l'engagement, développement, emploi et compétences. Donc c'est un contrat, on peut dire un contrat, certains parlent de dispositif, mais moi je préfère le terme de contrat de filière, donc qui est passé entre la filière et avec l'État, afin de garantir encore une fois les compétences et l'expertise, et puis surtout, on en parlait tout à l'heure, d'accompagner la gestion des emplois, des TPE et des PME de la filière nucléaire. Donc le contenu de l'EDEC, il est assez simple, il y a un volet prospectif, donc bâtir une cartographie, c'est ce qu'on va s'attacher à faire, des besoins en recrutement et en formation, et puis un volet d'action, donc qui est établi en 5 axes de travail, et avec surtout un livrable principal qui est une plateforme numérique donc dédiée aux métiers, aux emplois et à la formation de la filière nucléaire afin de donner une perspective globale. Donc sur les 5, alors je suppose que c'est celui-ci, non. Voilà. Donc la composition de l'EDEC de la filière nucléaire, donc, comme je vous disais en 5 axes. Donc le premier axe, c'est le portrait des métiers, des compétences de la filière nucléaire d'aujourd'hui et de demain, donc à définir le demain. L'axe 2, c'est le parcours professionnel certifiant, avec un axe fort, donc l'axe 3 sur l'alternance, puisque la filière a besoin évidemment de Bac plus 6 et plus, mais elle a besoin aussi de CAP, de BTS, donc avec une attention particulière sur l'apprentissage. Donc on en parlait en entrée du sujet, donc la communication, l'attractivité, donc encore une fois un axe fort d'accompagnement des TPE et des PME, et puis bien sûr l'accompagnement de la transition numérique. Voilà pour la composition de l'EDEC. Donc comme c'est indiqué sur le slide précédent, nous sommes en attente du dépôt du dossier auprès de la Direction générale de l'emploi et de la formation. Merci beaucoup. Et vous avez fini sur les aspects numériques. Eh bien, c'est une très bonne transition pour notre troisième. Oui, donc la commission numérique qui est présidée par Corinne Spilios, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, qui m'a demandé de la remplacer. J'ai participé en 2019 avec d'autres qui sont ici, dont Jean-Bernard, que je vois au premier rang, aux travaux de cette commission. Alors, les objectifs de cette commission sont de structurer, grâce au numérique, le tissu industriel de la filière, avec cette démarche sous-jacente d'innovation qui touche à la transformation digitale de nos entreprises. Et vous le savez tous, parce qu'on a pu constater, je vais vous dire quelques mots de l'enquête qui a été effectuée l'an dernier, que le numérique, pour chacun de nous, c'est le catalyseur de la transformation, c'est le facilitateur de la transformation, et en même temps, il ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie volonté managériale de travailler différemment, sinon on ne fait que mettre de la technologie sur des mauvaises pratiques. Donc la volonté de cette commission, ça a été de rassembler les énergies et puis d'identifier assez rapidement quels seraient les bons usages sur lesquels on pourrait progresser collectivement grâce et avec le numérique. Alors assez rapidement, on a voulu constituer des groupes de travail participatifs, puisque effectivement la difficulté c'est quand même d'arriver à faire avancer ensemble nos grandes entreprises donneurs d'ordre avec le tissu PME qui lui ne peut pas forcément mobiliser des représentants
capables d'assister au groupe de travail régulièrement. Donc d'ailleurs, on réfléchit à la façon de financer leur participation et on a un partenariat avec Nucléaire Vallée pour qu'ils soient un petit peu la voix des PME, PMI qui ne peuvent pas directement participer. Donc le tout a été vraiment pris dans une démarche collective et je voudrais retraduire, je pense que je ne trahirai personne qui a participé à ces groupes de travail, dans une forme d'enthousiasme de pouvoir travailler ensemble à faire émerger des projets communs. Parce que je crois que tous ceux qui ont travaillé un petit peu dans le numérique dans notre entreprise se sont souvent retrouvés freinés, pour ne pas dire plus, par la difficulté de décloisonner nos systèmes d'information qui ont été pensés pour de bonnes raisons de sécurité comme étant très fermés pour se protéger, protéger notre patrimoine d'information et la sécurité des systèmes. Donc quand on commence à parler de digital au niveau d'une filière, on raisonne entreprise étendue. Forcément, on doit commencer à réfléchir sur des mécanismes de partage. La question précédente soulevait sur quelle plateforme, et que ce soit des plateformes de formation, des plateformes d'échange liées à nos activités industrielles. On ne peut pas le faire non plus sans mettre en péril la sécurité de nos systèmes d'information. Donc c'est avec ce cadre qu'on a travaillé en 2019. Alors avec 3 groupes de travail principaux. Un premier qui a travaillé à définir les orientations des projets qu'on pourrait mener dans les 3 prochaines années, donc avec l'établissement d'une feuille de route, et qui s'est alimenté par une enquête qu'on a fait au sein de la commission, qui s'est aussi alimenté par une enquête plus générale qui a été menée au sein de la filière dans son ensemble. Alors je voudrais, si j'ai le temps, peut-être vous expliquer un petit peu les résultats de cette enquête, parce que je pense que c'est intéressant. Alors, sans vous abeuvrer trop de chiffres, mais alors, il y a 31 sociétés qui ont vraiment partagé les initiatives qu'elles avaient déjà lancées. L'idée, c'était de bien prendre connaissance du tissu de ce qui était fait dans chaque entreprise, même si au quotidien, on n'avait pas attendu ça pour partager nos initiatives. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est lancé, en fait. On ne démarre pas arrêté. 72% des entreprises ont déjà mis en place une stratégie numérique, sous des formes variées, mais globalement s'estiment déjà engagées. Et les 23 autres pourcents, pour arriver pratiquement aux 100%, ont le projet de se lancer. Donc, une majorité ont déjà beaucoup d'initiatives. L'autre point, c'est que tout le monde a développé des applis numériques. On a 88% qui nous remontent des applications concrètes déjà développées et parfois déjà déployées. Et enfin, 50%, 52% exactement, ont déjà utilisé des plateformes d'échange. Donc on voit bien que tout le monde a besoin de ces échanges pour finalement faciliter la supply chain de filière. Alors la supply chain chez nous, c'est peut-être pas tellement la supply chain achat sur le cycle de la matière qui va de l'uranium jusqu'à l'électricité. Les 2 grands processus sur lesquels un consensus a émergé, sur lesquels il fallait qu'on s'améliore, c'est la chaîne de conception, le processus de conception des équipements et des installations, donc l'ingénierie finalement jusqu'à la construction. Et puis un deuxième processus qui sont liés plutôt aux interventions, alors des interventions chantier, arrêt de tranche, ou voire même des chantiers de démantèlement, donc tout ce qui est intervention sur le terrain et qui est encore trop basé sur du papier, même si on a plein d'initiatives d'application numérique. Les difficultés rencontrées sont assez convergentes aussi. Le frein à la transformation digitale, c'est d'abord le coût des nouvelles technologies et de leur adoption. Le facteur humain, donc la résistance au changement. Je pense que là, on a une vraie collaboration à faire entre l'émergence des nouveaux métiers, les faire comprendre et accompagner la transition pour se former à la data, se former aux objets connectés, à la mobilité, etc., au digital workplace. Le passage à l'échelle, je crois que tout le monde a bien vécu la première saison. Quand j'en parle en interne chez Orano, on dit on a été pas mauvais sur la saison 1 de l'innovation digitale, de découvrir le potentiel de cette technologie, mais on est encore trop lent dans l'industrialisation et c'est pour ça qu'on veut en commun favoriser l'accélération de l'industrialisation des applications et leur déploiement. L'évolution des métiers est un vrai sujet, donc là aussi on rejoint, que devient mon métier avec le numérique dans 5 ans à 10 ans. L'exercice de projection est entamé dans certains métiers, pas dans d'autres, où on se sent peut-être un peu moins en rupture ou menacé, donc il va falloir accompagner côté RH formation ces
ces évolutions des référentiels métiers, et puis des sujets d'infrastructure. Hein, on rejoint la sécurité et la façon de déployer nos systèmes. Alors pour vous concrétiser un petit peu les sujets sur lesquels les entreprises travaillent, hein, il y a tout d'abord tout ce qui est partage de données et dématérialisation. Hein, donc on va essayer d'accompagner la transition du documentaire qui, comme dans toute industrie régulée, à son poids, hein, et pour aller vers la data et donc s'échanger moins de PDF et d'emails et s'échanger plus de données, mais en l'intégrant nativement dans le cycle de nos opérations. Et on a beaucoup de ruptures numériques en interne, entre services, et puis bien sûr encore plus quand on passe entre sociétés ou entre les sociétés de la filière, les autorités de sûreté, enfin toutes les parties prenantes. Sur l'ingénierie numérique, hein, là vous avez certainement déjà entendu parler, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour la prochaine réunion, la journée Index, hein, qui abordera la transformation numérique beaucoup plus en détail que ce que je peux le faire aujourd'hui de la filière. Donc là, il y a des gros projets d'ingénierie concurrente, hein, type PLM, Asset Management, hein, simulation, modélisation. Donc là, il y aura certainement aussi réfléchir, et on a commencé à travailler, et c'est les premiers projets qui vont voir le jour, hein, parce qu'en fait les projets qui sont proposés pour les échanges numériques s'appuient sur des projets qui ont déjà été menés dans nos entreprises pour partir sur du concret et pas de la feuille blanche. La gestion documentaire reste un vrai sujet, parce que là aussi on travaille en numérique dans nos gestions documentaires, mais on se renvoie, on fait encore des impressions pour signer les documents, hein, donc on va aller vers la signature numérique, vers des workflows inter-entreprises. Le suivi des projets, donc ça c'était mentionné, hein, les outils de planification et les outils collaboratifs doivent faciliter l'actualisation des projets, avoir une meilleure fluidité dans le suivi des plannings et la gestion d'affaires. Donc voilà les grands sujets. Concrètement, les applications, pour vous donner des exemples, et puis je vous rendrai la parole. Donc 24% des applications tournant autour de l'ingénierie. Ensuite, l'exploitation de données, 22%, avec des sujets intéressants vers la maintenance prédictive. La collaboration, bien sûr, hein, que ce soit interne et externe, comme je l'ai évoqué sur l'échange de données, mais déjà aussi plus facilement échanger les documents sans rupture. Et les opérations de terrain. Donc là, on a un gros sujet sur l'intervention et comment numériser ces interventions avec des applications mobiles. Tout le monde travaille sur ces sujets, mais il faut qu'on puisse recevoir les données sur finalement la nature de la prestation ou les modes opératoires à suivre et pouvoir remonter numériquement les résultats des interventions. Et puis enfin, l'usine et la fabrication et tout son traitement avec des sujets de traçabilité, hein, sur toute la chaîne, qu'il faut déjà bien accomplir sur notre cycle. Donc, chez Orano, on a le cycle de l'uranium et on a déjà des ruptures numériques dans le cycle de la traçabilité, mais il faut qu'au niveau de la supply chain, elle soit aussi en continuité. Donc voilà, deux sujets, conception et intervention sont les deux premiers sujets sur lesquels les groupes ont travaillé. Merci. Vous avez les uns et les autres tenu avec rigueur le temps qui vous était imparti, donc on va pouvoir en profiter pour une phase de questions un peu plus nourrie. Je vais vous en poser une à laquelle je vais vous demander de répondre brièvement pour laisser la place ensuite à la salle. Au sein du GIFEN, finalement, dans les groupes de travail, dans les commissions, on a rassemblé les principaux donneurs d'ordre et puis des entreprises fournisseurs. Dans chacun des domaines sur lesquels vous travaillez, et en quelques mots, quel bénéfice vous trouvez à avoir rassemblé les donneurs d'ordre et les fournisseurs qui historiquement se réunissaient dans des organismes et des associations séparées? Joël. Alors déjà, je vais commencer par dire que j'ai été très, très surpris et très heureux de trouver autant de répondants dans les travaux de la Commission France et sûrement dans les autres commissions aussi. On sent vraiment une implication très, très forte des entreprises. Et de là vient, je pense, le bénéfice qu'on a dans la façon de travailler, dans les résultats qu'on obtient. Il y a vraiment une adhésion à l'objectif que l'on poursuit, qui permet, je pense, d'aller plus vite et d'aller mieux vers le résultat. Ce qui donne confiance dans la mise en mouvement réel des 6 axes d'amélioration que je mentionnais. Et je trouvais
et également que la façon dont on travaille entre les commissions s'améliore et elle est de plus en plus productive. On sent très bien une imbrication de nos intérêts, mais cette motivation des entreprises, c'est vraiment le fluide magique qui permet de faire vite et bien. Oui, je pense qu'il y a un vrai enthousiasme et un certain plaisir à travailler ensemble, je trouve, dans les commissions. Et en même temps, ça suscite une attente forte, hein, parce que les gens ont envie d'aller plus vite grâce, je dirais, à cet aspect ouverture de porte et partage des expériences. Donc, maintenant, le défi, c'est un peu de mettre les moyens derrière pour que ces bonnes volontés se traduisent par des projets sur lesquels on mobilise un petit peu plus. Je dirais, la première année, c'était quand même fortement basé sur du bénévolat et tous participent en plus de leur travail au sein de leurs entreprises. Donc, effectivement, on conçoit, et ça fait partie du projet qui a été déposé à la BPI, hein, pour construire une plateforme d'échange, mais pas que. On demande aussi, et la filière va financer les efforts de mobiliser des gens qui seront un peu plus dédiés, voire permanents, pour accompagner les efforts. Donc toute cette dynamique, et elle a un effet de bord quasi immédiat. Nous, on a pu le voir que sur des sujets qui n'étaient pas à l'agenda des groupes de travail, se montaient des réunions entre les acteurs de la filière. Je vais prendre l'exemple auquel j'ai participé sur des sujets de déchets. Eh bien, en fait, ça a catalysé des rencontres entre les acteurs qui sont concernés, avec l'ANDRA et les donneurs d'ordre, pour dire, mais on travaille tous finalement un petit peu sur les mêmes sujets, on développe tous des systèmes d'information numérique, là, dans cet exemple-là, pour tracer et échanger les données sur les déchets. Et plutôt que de dépenser, d'investir séparément, on peut peut-être se regrouper. Donc je vois que sur plein de sujets, on crée une nouvelle dynamique. Alors moi, pour ma part, je partage tout à fait ce qui a été dit. Ce que je retiens, moi, c'est vraiment l'enthousiasme des participants à collaborer, à contribuer aux travaux de la commission. Ce que je retiens aussi, c'est l'ensemble de la filière qui est présent, du moins pour la commission formation et compétences. C'est-à-dire que l'ensemble du cycle est représenté avec des grands donneurs d'ordre, mais aussi avec des petites entreprises. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment les problématiques dans leur ensemble. Juste pour un exemple, moi je peux vous en parler vraiment concrètement. Au niveau de la COFREN, on a cherché à embaucher un apprenti, pour le coup une apprentie. C'est très compliqué. Alors que ça ne paraît pas compliqué, mais pour une petite structure, c'est très compliqué. Donc vous voyez, ça permet d'alimenter tous les travaux. Et puis après, je partage aussi donc après un temps d'installation des commissions, je trouve que là, on est en train de créer des passerelles aussi, de dédier nos travaux, on a un accord commun, de partager. Et c'est vraiment le maître mot, je crois que c'est le partage et la mise en commun des informations. Donc c'est vraiment que du positif. Et du coup, je ne peux que faire un call to action, comme on dit. C'est-à-dire que si vous êtes adhérent GIFEN et si vous avez du temps consacré, si votre employeur le permet, parce que ça aussi, c'est aussi une question, de joindre un des groupes de travail, quelle que soit la commission, pas spécialement la commission formation et compétences. Voilà, et j'ai tendance à vous donner la parole, si vous la souhaitez. Bonjour, il a été dit que par le passé, la complexité de la relation avec les autorités de sûreté, ici comme ailleurs, était une des causes des difficultés de conduite de projet. Comment associez-vous les autorités de sûreté à la réflexion digitale et comment imaginez-vous que cette démarche digitale peut permettre effectivement une relation plus fluide, plus confiante, plus efficace ? Donc, ce qui est intéressant là, dans le projet de plateforme qu'on a appelé Genesis, qui a un joli nom pour montrer l'ambition du projet, on a démarré sur 2 projets, comme je le disais, que je peux un petit peu détailler. Un des projets est lié à la conception des équipements sous pression nucléaire, qui effectivement nécessite tout un cycle complexe, long et que l'on essaye d'améliorer, que EDF pilote directement avec ses fournisseurs. De travailler justement sur le processus de certification et justement d'utiliser le numérique pour faciliter ce workflow et ce processus collaboratif de validation.
Donc typiquement, c'est un bon exemple sur lequel on va pouvoir embarquer tous les acteurs de la réglementation, des autorités de sûreté, dans un processus de validation. Et au-delà de ça, on peut imaginer d'autres processus de type équipement de sûreté et autres systèmes qui vont être qualifiés grâce au numérique. Il y a une première phase où on va continuer à avoir un aspect documentaire et au moins faciliter les échanges de documents plutôt que par des envois traditionnels, mais assez rapidement, c'est de faire évoluer les processus pour tirer parti des outils numériques de modélisation et de travailler sur des données, de partager les données qui sont partageables, tout en respectant la propriété intellectuelle de chacun. C'est un des défis des initiatives digitales. Mais voilà, c'est un bon exemple et c'est une des premières plateformes ESPN digitale qui va associer effectivement les acteurs et les autorités de sûreté. Et je pense que sur d'autres dossiers, on arrivera à embarquer. Alors effectivement, on n'a pas, à ma connaissance, pu embarquer les autorités de sûreté en tant que membres du GIFEN. Et c'est peut-être une question où trouver le bon mode de participation un peu plus formel pour qu'ils soient embarqués sur nos travaux. Par contre, j'ajouterais simplement que dans le travail qui était évoqué sur le SPN digital, les relations avec l'ASN ont été étroites et elles ont duré un certain temps de manière à construire quelque chose dans lesquels l'ASN puisse retrouver les éléments dont elle a besoin quand elle a ses décisions à prendre. Donc c'est vraiment un travail qui a été fait conjointement avec eux, même si effectivement ils ne sont pas partie prenante, mais on peut imaginer des raisons évidentes pour lesquelles l'autorité de contrôle n'a pas souhaité être à l'intérieur du système qui apporte les éléments pour faire ces contrôles. Ma question elle est un petit peu au-delà. Dans l'entreprise, l'introduction du digital modifie profondément la relation entre acteurs et la responsabilité des acteurs. Est-ce que vous imaginez, parce que finalement, si demain, où que ce soit, l'autorité de sûreté fonctionne comme elle fonctionnait hier, l'efficacité du digital sera vraiment diminuée. Ma question elle est jusqu'à dire jusqu'où demain la généralisation du digital dans l'ensemble du système peut conduire l'autorité de sûreté à faire moins de contrôle technique et plus de supervision de système. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents, je pourrais peut-être répondre directement. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est souvent, dans nos projets internes, un petit peu auto-censuré sur les possibilités de développer le digital en se disant, mais de toute façon, on sera obligé de continuer à produire des documents et peut-être même sous une forme traditionnelle. Donc il faut les associer sous une forme ou d'une autre à la co-construction de nos futurs modèles numériques pour qu'effectivement on ne bute pas sur cet empêchement. Moi, pour avoir travaillé dans une vie antérieure dans l'industrie pharmaceutique, dans les années 90, la FDA a mis la signature électronique et les électroniques batch record au sein de son processus et de ses validations d'installations industrielles, et ça a dynamisé complètement la filière sur le numérique à l'époque pour transformer les dossiers papier de fabrication en dossiers électroniques. Donc on peut tout à fait envisager un rôle beaucoup plus proactif dans la transformation, mais ça leur appartient de nous accompagner dans ce rôle-là, et ça me dépasse personnellement dans la relation avec les autorités. Juste dire un mot, parce que ce que vous dites est très vrai et la question est très importante. On y va un peu par étapes. En fait, on a un projet pilote là-dessus qui est lié à la réglementation ESPN. Vous savez, la réglementation sur les équipements sous pression nucléaire qui conduit en fait qui est très exigeante, d'une mise en œuvre assez délicate d'ailleurs, et qui conduit à des processus assez complexes. Donc en fait, on a convenu à l'intérieur de la filière, ça a été un des premiers exemples ici d'ailleurs à l'intérieur de la filière, de faire un ESPN digital. Donc il y a une quinzaine, une vingtaine d'entreprises de la filière qui se sont engagées déjà dans cette démarche. On a mis en service la première version en septembre dernier. Et il y a déjà des premiers équipements, soit pour le parc, on a commencé pour le parc d'ailleurs, soit pour le neuf, qui vont rentrer dans ce processus. L'ASN a accepté d'être associé à cette démarche. Donc je dirais pour le moment, il n'y a pas de promesse. Ils attendent un peu de voir comment ça va se passer. Mais ils n'excluent pas qu'in fine, ils puissent eux-mêmes être un des acteurs du processus. Ce qui serait, alors pour le coup, ça renvoie à l'exemple que vous donniez à l'instant. Si on arrive à faire un ESPN digital de bout en bout, avec les organismes notifiés et l'autorité de contrôle, là on aura des vrais gains, alors dans tous les sens du terme. On aura des gains de compétitivité, parce que c'est des processus sur lesquels on passe une grande partie du temps à ne pas travailler sur la pièce, mais à s'attendre sur les validations des uns et des autres. On aura une augmentation très nette de la traçabilité, donc de la qualité.
Et je pense qu'on aura aussi une meilleure compréhension mutuelle de tout ce qu'on est en train de dérouler. Voilà. Donc c'est le premier exemple concret. Moi, il me tient à cœur, parce que si on réussit celui-là, on met vraiment le pied dans un autre monde dans ce domaine. Et c'est un des 2 projets qui constitue la base de la plateforme Genesis. Je suis désolé, j'avais le micro. Mais... oui, non, moi j'avais une question. Bon, je pense que donc Yves Desbazeilles, Foratom, je pense que ce qui est fait à l'échelle de la filière française est intéressante. Et ce que je pourrais témoigner là-dessus, c'est que je vois un gros appétit de la part d'autres filières industrielles nucléaires en Europe de partager plus que ce qu'on fait. Et donc ma question, c'est un peu celle-ci. Comment vous verriez finalement une espèce d'européanisation de cette réflexion avec d'autres utilities en Europe, d'autres acteurs de l'industrie? Voilà, c'est quelque chose à Foratom sur lequel on réfléchit, et je pense que ce qui se passe en France, ça peut être une bonne plateforme pour faire ça. Je pense effectivement que ça pourrait être une bonne plateforme. Il faut que cette plateforme, qui est quand même de création récente, elle monte en puissance. Et puis par ailleurs, au sein de Foratom, il y a un certain nombre de groupes de travail, notamment sur les aspects de supply chain et de filière, dans lesquels les acteurs français sont impliqués et qui contribuent à amorcer cette extension de la vision européenne. On a quand même, je dirais, de manière un peu simple, on a quand même un certain nombre d'enjeux à traiter, nous d'abord, avant d'aller exporter, si je peux dire les choses comme ça. Voilà. Merci pour la question. François Charles, IRCE Novial, merci pour la question, parce que je vais rebondir là-dessus. Justement, je pense qu'au niveau européen, et j'ai une question quand même, il faut peut-être éviter de faire déjà soi-même et aller voir après, parce qu'on voit trop dans plein de domaines, les Français, les Allemands, les autres qui sont souvent avec les Allemands, et puis après on est obligé de raccorder les wagons. Alors j'avais une question, vous avez abordé l'exemple dans l'industrie pharmaceutique. Est-ce que Louis Gallois incitait l'automobile à aller voir ce qui se passait dans l'aéronautique? Au-delà de la filière nucléaire, est-ce que vous vous inspirez par exemple de ce que fait le GIFAS avec ses PME, où il y a un peu plus, enfin des exemples de portage entre les groupes et les PME en matière de normalisation, en matière justement de numérique, etc. Est-ce que vous allez voir au-delà pour en faire un coup de tamis, de retour d'expérience et d'application chez vous, ou alors est-ce que le nucléaire est vraiment quelque chose de particulier? Merci. Alors, je vais vous répondre sur quelques aspects, puis je donnerai la parole aux autres membres de la table ronde. On a pris 2 éléments d'inspiration, notamment dans la filière aéronautique et au GIFAS en particulier. Le premier, c'est sur son modèle qu'on a créé, le GIFEN. Et le deuxième, c'est que sur tout un tas de sujets de qualité de fabrication, de maîtrise de la qualité industrielle, on est allé rencontrer un certain nombre d'entreprises de la filière aéronautique, également dans d'autres filières industrielles, dans l'automobile et dans le spatial. Donc c'est juste un premier aperçu, et puis je vais demander aux autres participants s'ils peuvent donner des exemples. Au sein de la commission compétences et formations, on a fait la même démarche, c'est-à-dire qu'on a fait un benchmark, donc non seulement avec le GIFAS, mais avec l'automobile, mais aussi avec l'Union de la métallurgie, l'UIMM, donc pour voir ce qui a été fait, comment ils ont procédé, notamment pour l'Observatoire des métiers, puisque c'est aussi un chantier qu'on a l'intention de mener. Donc oui, on est non-stop, j'ai envie de vous dire, en recherche de bons moyens, parce qu'il ne s'agit pas de révolutionner, je tiens à le dire, donc parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, déjà au sein de la filière, qui sont bien faites, et il s'agit de capitaliser, donc vraiment de capitaliser non seulement les ressources, mais aussi les expériences qui ont été menées.
Côté développement en France, on n'a pas d'action concrète encore, mais il y a beaucoup d'appétit clairement sur aller chercher du benchmark sur un certain nombre de sujets qui nous concernent. Vous avez vu dans les axes de progrès, j'ai mentionné, il y a différents aspects sur le pilotage de projets, sur la gestion de la supply chain, sur la façon de solidariser une supply chain sur un grand projet. Donc là aussi, il y a forcément des choses à prendre du monde non nucléaire, et c'est une chose que nous ferons en 2020. Ce qui marche aussi, c'est qu'on a dans les commissions des fournisseurs qui participent au groupe de travail, qui sont fournisseurs dans d'autres industries. Et donc eux-mêmes nous apportent leur expérience de leur implication dans d'autres filières. Et fondamentalement aussi le fait que les services qu'on va leur proposer, comme ils ne travaillent pas que pour nous, ils vont devoir travailler avec les plateformes de plusieurs filières. Donc ça pose aussi des questions. Donc on a des bons retours grâce à cette ouverture des groupes de travail. Voilà, vous avez quelques éléments de réponse. C'est vrai que la filière nucléaire, c'est souvent vécu comme un monde à part, mais aujourd'hui, clairement, elle est ouverte. Pardon. Oui, Jean-Pierre Paul-Évidard, Ingéor. Parmi les 6 axes d'amélioration effectivement qui ont été évoqués, vous venez d'évoquer la solidarité entre les donneurs d'ordre et la supply chain. Donc en termes de délai de coût, refonte de la relation client-fournisseur. C'est un point que j'aimerais peut-être qu'il y ait peut-être quelques développements sur finalement vos souhaits sur ce point. Et également, un des points, c'est la refonte de la culture qualité dans les entreprises et au sein du donneur d'ordre. Donc, est-ce que sur ces 2 points, vous pouvez nous donner un éclairage sur votre démarche ? Alors, sur le premier, je vous dirais de manière synthétique, l'une des principales orientations de cette nouvelle relation contractuelle, c'est d'abord d'avoir un équilibre des risques, un meilleur équilibre, et dans le bon sens du terme, des risques entre le client et son fournisseur. De manière résumée, il ne s'agit pas, ce qui a pu être une tentation dans le passé, quand je dis une tentation réalisée, de porter tous les risques chez le fournisseur pour se mettre à l'abri en tant que client, mais d'avoir une vision réaliste de ce que le fournisseur est à même de maîtriser en termes de risques et ceux qui sont clairement chez le client. Et puis en corollaire de définir le mécanisme selon lequel on va traiter les risques qui ne sont ni chez l'un ni chez l'autre, mais qui peuvent survenir quand même. C'est le premier élément. Le deuxième élément, et cet équilibre se traduit avec un certain nombre d'orientations dans la définition de ce nouveau modèle contractuel qui conduisent à rejoindre les benchmarks de l'industrie sur les grands équilibres en matière de responsabilité, de garantie, etc. Et puis le deuxième élément, c'est de mettre en œuvre des processus qui vont permettre non pas de sélectionner nos fournisseurs principalement sur le prix, en cherchant la moins-disance, mais clairement de mettre en avant le fait que, en sélectionnant le meilleur fournisseur et celui dont la qualité nous garantira un résultat à la fin, finalement, on a beaucoup plus de chances d'y gagner globalement sur le projet qu'en prenant le moins cher au départ. Voilà 2 des éléments sur ce point-là. Sur la qualité industrielle, il y a tout un volet qui, à travers la qualification des fournisseurs et la qualification des procédés, va nous permettre de viser à sélectionner les meilleurs, et probablement en nombre peut-être un peu plus restreint que ce qu'on a pu faire dans le passé. Et puis par ailleurs, je parlais de qualification des procédés, il ne s'agit pas d'inventer chez EDF un procédé pour l'imposer à un fournisseur, mais bien d'aller qualifier son procédé. Et donc à travers ces démarches-là, et à travers les actions qui sont engagées au sein de la filière pour aller plus loin sur cet axe-là, de renforcer la maîtrise de la qualité industrielle, à la fois chez les fournisseurs et chez le donneur d'ordre. La transition numérique qui était évoquée sur ce point est aussi un des outils de manière à diminuer le temps qu'on passe sur la masse documentaire qui est nécessaire à un moment donné pour garantir la conformité et se pencher un peu plus et un peu plus concrètement sur les aspects techniques et les gestes techniques qui vont conduire à la qualité. Monsieur Tognola nous disait tout à l'heure que la plupart des entreprises de la supply chain du nucléaire sont des très petites entreprises. Il y en a quelques très grandes et beaucoup sont très petites et qu'il serait nécessaire de les aider à s'accélérer. Donc je voulais savoir où vous en étiez d'un projet dont j'avais entendu parler, d'un accélérateur filière avec la BPI ou peut-être avec d'autres.
Sur l'axe, oui, je vais dire un mot sur l'axe des compétences spécifiquement tournées vis-à-vis des TPE et des PME. Donc la problématique a été posée rapidement au sein de la commission, puisque, on va dire les choses clairement, un grand groupe s'est recruté, un grand groupe a une marque, il porte des valeurs, il porte beaucoup de choses. Donc voilà, c'était un constat. Donc effectivement, vraiment ce qu'on a essayé de faire, et au maximum, c'est de prendre en considération donc, les difficultés que peuvent rencontrer les TPE et les PME, notamment sur les bassins d'emploi. Donc au niveau des CNPE, et d'avoir tous les acteurs, donc notamment les ARP, donc qui sont autour de la table, pour aussi avoir les problématiques bien particulières. Je vous le disais tout à l'heure, la Cofren, bon, c'est 9 salariés. Je vais vous donner l'exemple de notre apprenti. Recruter l'apprenti a demandé 3 jours temps plein. Donc est-ce que c'est raisonnable? Je ne pense pas pour des petites structures. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va essayer vraiment de faire des leviers, notamment à travers la plateforme numérique, donc, qui est un axe transversal dans l'EDEC, et de mettre en place des facilitateurs pour les TPE, les PME, et aussi donc avec la partie accompagnement du numérique. Voilà pour une illustration sur la partie accélérateur avec les BPI. C'est un sujet qui est sur la table aujourd'hui, qui a existé sous une certaine forme dans le passé, mais qu'on est en train de relancer avec eux pour effectivement permettre à un certain nombre de PME, voire de toutes petites, de se développer dans cette filière. Les aspects numériques qui étaient évoqués tout à l'heure, ils contribuent aussi au sens où c'est bien de faire des grands systèmes de données, mais il faut aussi pouvoir y connecter les plus petits acteurs. Merci à tous.